pauvreté, la misère, les privations et la faim ont accompagné l'humanité. Et quoi qu'en disent les apôtres du néolibéralisme et de la mondialisation, j'ai bien peur qu'on n'en vienne jamais à bout. J'ai œuvré plus de 40 ans auprès des plus démunis de notre société dite d'abondance, et je peux vous dire qu'à titre de travailleur social, j'en ai vu de toutes les couleurs. Aujourd'hui, on croit généralement que les choses se détériorent, mais pourtant, il y a 70 ans, c'était bien pire. Quand j'étais petit, je pensais qu'on était pauvre. J'étais obligé de porter le linge devenu trop petit pour mon grand frère. Ma mère nous disait tout le temps de ménager. Et quand on voulait quelque chose qu'on ne pouvait pas se payer, elle nous disait qu'on n'avait pas à se plaindre, qu'on avait toujours de quoi manger sur la table, que papa travaillait et gagnait bien sa vie, et qu'on ne savait pas ce que c'était la vraie misère, et qu'ils avaient connu la crise. C'est ce que l'on a appelé les années de grande misère, la Grande Dépression. Ce fut une décennie perdue, une époque de rêve brisé, une crise économique comme le monde n'en avait jamais connue. On a mis 10 ans à s'en sortir, et il a même fallu une guerre pour remettre les choses à leur place. La grande crise économique des années 30 a débuté le jeudi 24 octobre 1929 à la bourse de New York. Après des années de hausse vertigineuse, les valeurs boursières des plus grandes sociétés américaines commencent à s'effondrer. La descente s'intensifie le lendemain, puis les bourses ferment pour le week-end. Mais l'onde de choc se répercute alors sur toutes les bourses nord-américaines. Le mardi 29 octobre, rien ne va plus. Le total des pertes se chiffre à plus de 50 milliards de dollars. Le choc est brutal. Il y avait un surinvestissement. La demande ne pouvait pas répondre à ce surinvestissement-là. Et les entreprises ont dû réduire leur production, réduire leur capacité de production, mettre à pied des gens. Et ça a été un effet de boule de neige. Contrairement à aujourd'hui, à l'époque, il n'y avait aucun mécanisme qui pouvait stabiliser un peu l'économie. Alors, dans les années 30, au moment de la crise, on se retrouvait avec une situation où il y avait une réduction de la production, une augmentation du chômage extrêmement élevée. Des milliers de personnes se trouvent ruinées du jour au lendemain. Et l'on ne compte plus le nombre de suicides à New York et ailleurs dans le monde. De petits épargnants qui avaient misé toutes leurs économies sur des titres boursiers sont lessivés. On commence à sentir qu'il va y avoir plus de chômage, mais on est juste au début, là, on est autour de 11-12% de chômeurs. Il y a toujours quand même eu dans la société un taux de chômage relativement important, à peu près celui qu'on a observé dans les années 1960 ici. Là. On ne descendait jamais en bas de 8-9%. Au plus fort de la crise en 1933, on atteindra 26-27%. Ça, c'est des chômeurs recensés. Il est possible qu'il y en ait eu davantage. Les gens étaient tellement désespérés que c'est possible qu'ils ne participaient pas aux enquêtes pour savoir le taux de chômage. En quelques semaines, de nombreuses entreprises se voient obligées de fermer faute de liquidité. Les banques ne font pas de cadeaux. Au beau milieu de l'hiver, des usines ferment leurs portes. D'autres mettent à pied une partie de leur main-d'œuvre. Des milliers de travailleurs se retrouvent à la rue. Mon père était un professionnel. Il était jugé. Évidemment, il y avait un salaire fixe. Alors donc, lui-même n'a pas été sur le chômage. Mais ce dont je me souviens, c'est qu'à ce moment-là, on a développé, je dirais, toute la famille a développé le sens de la justice, de l'entraide et de la charité. Parce que mes parents, d'après ce que je voyais, étaient très charitables. Il y avait des gens, puis nous, c'était des professionnels qui venaient chez nous à ce moment-là et qui se plaignaient, ils n'avaient rien. Quand on dit c'était le dénuement complet, ils n'avaient rien à manger. La première fois que mon père a perdu son emploi, il partait le matin avec un lunch, puis il revenait pour le souper, sans dépenser de tramway. On ne dépensait pas du billet de tramway pour chercher de l'ouvrage. Il partait à pied, puis il se rendait jusqu'à Notre-Dame-de-Grâce. Puis le lendemain, il partait d'une autre direction pour trouver un chantier où il y avait de l'ouvrage. Parce que les gens ont une fierté. À l'époque, un homme, sa fierté, c'était de faire une bonne journée d'ouvrage. Moi, je me souviens, mon père, quand il travaillait, c'était pas l'idée de faire le moins possible avec le plus gros salaire. C'était l'idée de gagner fièrement sa vie. Hein. On était chez nous six enfants. Et il y avait un de mes frères qui avait 10 ans de plus que moi, donc il avait 20 ans.
Et lui, il avait commencé à travailler, il avait fait ce qu'on appelle le cours commercial dans le temps. Et puis là, il aimait les chiffres et tout ça. Et il était chez un de mes oncles qui était Geoffrion, la maison de courtage Geoffrion, qui est devenue Geoffrion Beaubien, et tout de suite, c'est ça. Alors ça, c'était le frère de mon père. Et mon frère travaillait là, et puis ça allait très bien, puis tout. Puis du jour au lendemain, là, quand on dit le crash, tout est tombé, il a perdu sa situation. En région, les chantiers de bois ferment, faute de demande, tant pour le bois d'œuvre que pour les pâtes et papiers, dont les marchés mondiaux se sont effondrés. Les bûcherons sans emploi viennent grossir les rangs des chômeurs de la ville, ceux du port ferment l'hiver, et ceux de la construction, dont les activités sont considérablement ralenties. Au début de la crise, personne ne croit qu'elle va durer aussi longtemps, ni que ses effets seront aussi dévastateurs. Dans l'Ouest, la situation est encore plus catastrophique. Plus personne ne veut du blé et des prairies dont les surplus accumulés des années précédentes ont radicalement fait chuter le cours. Les fermiers n'ont plus les moyens d'acheter de l'équipement agricole. Cela entraîne la fermeture des usines de fabrication de machinerie agricole dans les régions industrielles de l'Ontario et du Québec, ainsi qu'un ralentissement encore plus sérieux des activités portuaires à Vancouver, Halifax et Montréal, où le transit du blé canadien tombera de 171 millions de boisseaux en 1928 à 31 millions en 1935. Les usines réduisent la production. Bon, il y a des usines qui ferment carrément. Celles qui ne ferment pas vont réduire la production. Par exemple, on va produire tant de jours par semaine et non pas toute la semaine. Ou bien on va fermer quelques semaines durant le mois. Ou on va fermer quelques mois durant l'année. Donc les productions sont baissées, les prix sont en baisse, les salaires baissent. Le gouvernement du Québec va passer une loi du salaire minimum des femmes. Et cette loi va jouer contre les femmes. Parce que comme la loi oblige à un salaire minimum pour les femmes, les hommes vont accepter des salaires plus bas et c'est eux qui vont profiter de la loi, en quelque sorte, dans plusieurs secteurs. Il y en a qui trouvent le moyen de subsister en occupant des petits emplois de misère, livreurs d'épicerie, récupérateurs de métal et de guenilles, messagers à 2 sous la commission. Plus souvent qu'autrement, ils se retrouvent la nuit dans les refuges créés par les municipalités, comme le refuge Merning à Montréal. C'est là que les démunis se nourrissent aux soupes populaires. Ce dont je me souviens aussi, c'est que ils ont été obligés d'instituer des œuvres de la soupe, là, parce qu'il y avait des filets de gens qui attendaient pour manger. Et à ce moment-là, je crois, d'après ce qu'on m'a dit, c'est qu'il n'y avait pas de ce qu'on appelait autrefois le secours direct et qui est maintenant le bien-être social. Ça n'existait pas. Ceux qui ont la chance d'avoir de la famille à la campagne s'en tirent généralement mieux que les autres, car on leur envoie des conserves, des viandes fumées et autres victuailles coûteuses en ville. Ceux qui avaient seulement qu'une ferme pour vivre avaient de la misère. Mais on vient toujours à bout de se réchapper, manger puis se loger sur une ferme. Mais à la campagne, les gens se défendaient assez bien. Donc, ça pouvait vivre. Pas richement, mais ça vivait quand même. Les gens avaient de quoi manger sur les fermes. En ville, bien, il fallait l'acheter. Et puis payer pour le loyer. Tandis qu'à la campagne, bien, les gens avaient leur maison, puis le jardin. C'est plus que la moitié, ça, de la vie. De nombreux Québécois installés en milieu agricole vivront d'une économie de subsistance sur de petites exploitations agricoles avec quelques vaches, la basse-cour et le fourrage. Même ceux qui ont la chance d'avoir un emploi doivent faire des miracles pour rejoindre les deux bouts, car les patrons exigent de plus en plus de sacrifices de la part de leurs employés et coupent dans les salaires. Un ouvrier de manufacture qui gagnait plus de 1 000 $ par année en 1929 gagnera moins de 800 $ en 1933. Nous sommes dans une situation où même dans les grandes entreprises, on a mis à pied énormément de gens, ce qui fait que les survivants, si on veut, n'ont quasiment pas le choix. Ils sont presque heureux de travailler, mais en même temps presque des esclaves de ces situations où ils doivent accepter tout ce qu'on leur demande. Ils sont payés moins, bien sûr. En même temps, c'est sûr que comme on vend moins de produits, les entreprises sont moins rentables. Donc, il y a un équilibre à ce niveau-là.
Mais en même temps, nous sommes à une période où la semaine de travail pouvait s'étendre et au fond, les gens étaient corvéables en fonction des besoins des grandes entreprises. Les travailleurs en milieu urbain gagnent peu. Ils ont de petits salaires qui leur permettent tout juste de pallier à l'essentiel. Manger, payer le loyer et les transports publics. L'essentiel de la vie, ça rejoignait les choses vitales, hein, avoir un toit, manger, s'habiller, et bon, un point c'est tout. Ce qu'elle a au-delà de ça, c'était du superflu. Et puis, il n'en était pas question. De sorte qu'on n'était pas malheureux pour autant. Hein. Moi je garde un souvenir de ma jeunesse sans aucun traumatisme. Mais seulement, il fallait s'inventer des jeux. Pour vous donner un exemple, à 15 ans, la seule dépense que j'aurais pu faire dans l'année, c'était la suivante. On nous avait invités à l'école à apporter 2 billets de tramway pour aller voir l'église Notre-Dame. Ceux qui n'allaient pas à l'église restaient en classe. Alors, je m'en venais chez moi, je me disais 2 billets de tramway. Je ne les ai pas demandés. Ça aurait été la dépense là, en dehors de l'essentiel dans une année. Tout ce qui ne demandait pas de l'argent, on pouvait le faire. Ce qui exigeait de l'argent, c'était banni. Et puis, tout ce qu'on utilisait dans la vie, il fallait l'utiliser à la corde. Ça, c'est les deux musts de l'époque d'enfants qui me restent. Il n'a pas froid aux yeux, il n'a pas peur de se mouiller et il est capable d'en prendre. C'est le nouveau véhicule utilitaire sport VU de Saturn. Et vous pourriez le gagner, en plus d'autres magnifiques prix, grâce au concours Bien en Vue. Pour participer, regardez Historia, notez les indices, puis inscrivez-vous à saturncanada.com/vue. À gagner, 2 chèques cadeaux Renault Bré de 500 $. Et comme grand prix, le nouveau VU de Saturn. Bonne chance. Éducalcool vous rappelle que la modération a bien meilleur goût. En 1978, 5 ans après le coup d'État, le Chili adopte une loi d'amnistie. Toutes les exactions commises entre 1973 et 1978 sont oubliées, effacées. Les auteurs et les complices des délits sont blanchis, c'est la loi. Les bourreaux n'ont plus rien à craindre de la justice de leur pays. Mais la loi ne peut pas faire taire les hommes et les femmes qui ont souffert sous le régime de Pinochet. Chili, bourreau en liberté, à la face cachée de l'histoire, ce soir 21h sur Historia. Courez la chance de rouler bien en vue avec Saturn. Voici l'indice. Performance. Visitez saturncanada.com/vue pour participer. Quand on veut réussir quelque chose, c'est toujours plus facile avec un peu d'aide. Vous savez, le coup de pouce qui fait la différence et qui vous aide à atteindre le but que vous êtes fixé. C'est ce que j'ai réalisé il y a un peu plus d'1 an, quand Nicodème m'a aidé à arrêter de fumer. Ça n'a pas été facile. J'avais besoin d'aide pour contrôler mon envie de fumer. Mais j'y suis arrivé avec Nicodème. Nicodème, le timbre le plus recommandé par les médecins et les pharmaciens. Voici le secret de ma réussite. Les Laurentides servent d'habitat au plus gros gibier du Québec, le kangourou de montagne du Canada. Les mâles livrent souvent bataille pour imposer leur suprématie de reproducteurs. Le kangourou de montagne se nourrit de petites fleurs et de graminées qui poussent dans ces domaines rocheux. Depuis ses débuts, Saturn a la réputation de faire les choses tout autrement. Elle poursuit cette tradition avec l'arrivée du tout nouveau VU de Saturn. Heureusement, les prix à la
consommation subissent eux aussi une déflation. Le loyer moyen d'un petit appartement à Montréal passera de 28 $ par mois en 1929 à 23 $ en 1933. La douzaine d'œufs, elle, coûtera 28 sous, soit environ la moitié de son prix d'avant la crise. Des dizaines de familles de chômeurs incapables de payer leur loyer sont jetées à la rue chaque semaine par des propriétaires sans scrupules. Modestement, ça c'est évident, le mot est déjà trop fort, mais on a toujours habité des appartements qui étaient assez bien. On était assez bien servis par le hasard, ou je sais trop. Parce que je me souviens, on habitait à un moment donné au coin de d'Endurant, la 8e avenue, sur la rue d'Endurant, et puis sur un coin de rue. Puis si je me souviens bien, je pense que c'était 17 $ pour le loyer, 6 appartements. Mais qu'est-ce que vous voulez? Maintenant, il faut toujours faire l'ajustement du pouvoir d'achat à ce moment-là. Avec des sous, on faisait quelque chose avec un sou. Les gens habitent, lorsqu'ils peuvent garder leur logement, s'ils payent leur loyer, ils restent dans leur quartier, sauf que de nombreux propriétaires expulsent leurs locataires lorsque les loyers ne sont pas payés. Il y a des mouvements populaires qui s'organisent dans les rues pour défendre les locataires. Par exemple, un propriétaire va être obligé de baisser ses loyers. Et vous avez un individu qui va louer l'appartement, mais qui va laisser entrer ceux qui viennent d'être expulsés à sa place. Donc, il y a des jeux comme ça qui se font. Il y a de l'aide pour déplacer les meubles des gens, etc. Je me souviens pas combien de fois j'ai déménagé, moi, dans la paroisse où j'étais, parce que le propriétaire nous augmentait de 2 $, on déménageait. 2 $, c'était 50 $ aujourd'hui. Alors, si pour une raison ou pour une autre, le loyer montait de 2 $, on déménageait. Puis là, c'était toute une aventure, hein, tout ce qu'on pouvait faire à bras. Le 1er mai, c'était le moment du déménagement à l'époque. Les rues, les camions, ça se suivait. Dans les quartiers ouvriers, on déménageait beaucoup, beaucoup. Probablement parce que celui qui ne pouvait pas payer son loyer, ben, il déménageait pour s'en aller à un autre endroit où probablement il ne pourrait pas payer le loyer au bout d'un certain temps. Mais c'est évident qu'il y avait un brassage de population là. Je ne devrais pas dire ce que je vais dire, mais ça a peut-être été plus dur pour ces gens-là qui étaient habitués, des gens qui avaient une fortune et qui étaient habitués au bien-être des autos, des domestiques, parce que dans ce temps-là, on avait des domestiques. Je dis pas qu'on s'habitue à la misère, puis quand on n'a pas un sou, puis qu'on est pauvre, puis qu'on en a encore moins, que c'est mieux. Je veux pas aller jusque-là. Mais quand on a été habitué au bien-être, à se faire servir et puis dépenser son argent, parce qu'on en a, puis c'est très bon de dépenser, et du jour au lendemain, on tombe à rien, oh là, c'est dramatique. Oh, puis il y a eu des suicides, donc, vous savez, il y a eu énormément de suicides, puis de dépression. Le climat de tension sociale est palpable. La violence menace d'éclater à tout moment. Des manifestations s'organisent pour réclamer davantage d'aide de la part des autorités. Et au printemps 1932, arrive un incident qui mettra presque le feu aux poudres. Un homme qui tentait de rentrer dans son logement, d'où les policiers venaient de l'expulser, se fait abattre d'une balle dans le dos par un agent. Les funérailles de Nick Zinchuk donneront lieu à une grande manifestation populaire qui sonnera pour bien des gens l'éveil d'une conscience sociale que les autorités verront de très mauvais œil et s'efforceront de combattre en faisant appel au sentiment de xénophobie et d'antisémitisme qui couvent dans la population. Il y avait chez certains Canadiens français un sentiment raciste, anti-juif. Bien sûr, la communauté juive n'était pas toujours... Il y a des juifs aisés, bien sûr. On peut nommer certaines grandes familles comme les Braffman, mais il y avait aussi beaucoup de petits commerçants, beaucoup de juifs pauvres qui étaient affectés comme les autres. Et bien sûr, la recherche d'un bouc émissaire, c'est plus facile de casser la vitrine du commerçant juif du coin de la rue que de faire une marche et de se rendre jusque dans les quartiers aisés comme Westmount et de savoir même où habite telle ou telle grande famille. Pendant ce temps, l'Église continue à s'imposer partout où elle le peut. Un terrain qu'elle tient à préserver, entre autres, est celui de la charité. Il faut aider les gens dans la misère, mais selon des principes religieux. La solidarité sociale étant perçue à cette époque comme pro-socialiste, donc politiquement
dangereuse. On a terriblement peur du communisme à l'époque. Les jésuites se font vraiment les soldats de la défense contre le communisme. L'École sociale populaire des pères jésuites publie des tracts, publie des brochures, et de nombreuses dénoncent le communisme partout. Par ailleurs, l'Église flirte un peu avec, non pas avec le nazisme, mais avec le mouvement de Mussolini en Italie. Et autour de l'Église, bien sûr, il y a des mouvements qui visent à empêcher que l'influence d'idéologies, entre guillemets, étrangères, socialistes,